Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de vous être avancés. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, la table ronde sur l'Adelphité, utopie ou réalité. On est au cœur du festival qui, pour cette année, a comme thème liberté, inclusivité et adelphité. Donc, vous êtes dans une table ronde pour définir un de ces trois mots et pour réfléchir autour de ces questions-là. On a beaucoup entendu parler de sororité, mais aujourd'hui, on va faire un pas de plus en explorant qu'est-ce que ça peut être l'adelphité. C'est un concept qui est pas nouveau, mais c'est un concept qu'on va pouvoir définir différemment selon d'où on vient. Et on a trois personnes avec nous aujourd'hui pour définir et essayer de comprendre est-ce que l'adelphité, c'est une utopie ou une réalité, mais comment on peut s'en saisir surtout. Donc, je m'appelle Marion, je vais être l'animatrice de cette table ronde. Et j'ai avec nous Charlène. Est-ce que tu peux lever la main? Alors, aujourd'hui, tu portes une casquette du féminisme parce que tu as été bénévole chez nous toutes. Tu es membre du collectif des droits des femmes 69, donc dans le Rhône. Et tu es aussi coprésidente du nouveau tiers-lieu qui s'appelle La Médiane. Et surtout, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience chez les Arpenteuses urbaines. Vous avez choisi dès le début d'être en mixité choisie, pardon, dans ton fonctionnement, mais aussi dans le fonctionnement de l'association, mais aussi dans les actions. Et justement, mon lapsus va découler après de certaines choses qu'elle va nous expliquer. Et tu es là aussi pour nous expliquer que, en fait, il y a des difficultés qui existent au quotidien quand on fait ces choix-là. Mais il y a aussi plein de paliers à mettre en place pour militer de manière sécurisante et sécurisée pour tout le monde dans la réalité aujourd'hui qu'on connaît et dans la réalité de l'Adelphité. Ensuite, on a Romuald. Merci et bienvenue. Du collectif Manœuvre. Donc, c'est un collectif mixte qui est né d'une volonté de déconstruire, une de ses actions, c'est de déconstruire les masculinités toxiques. Et Romuald, avec l'équipe du collectif, vous proposez des cercles de parole d'hommes et vous animez aussi la fresque des masculinités. Donc, c'est certaines choses dont tu vas nous parler. Vous ne faites pas que ça et tu vas nous parler du reste. Mais aujourd'hui, c'est avec cette casquette-là qu'on avait aussi envie de t'entendre. Évidemment, c'est essentiel pour interroger les privilèges et nous aider tous et toutes à comprendre comment en fait les hommes peuvent s'engager au mieux sans prendre la place, mais en faisant leur part. Et ensuite, nous avons Mathilde. Bienvenue Mathilde. Merci d'être là. Donc tu es sociologue du genre et des violences sociales. Et tu es là pour nous donner des clés de lecture, des concepts, des définitions, mais aussi pour nous expliquer comment, dans la sociologie, l'adelphité existe, si ça existe, comme concept et comme mot, justement. Qu'on ne reste pas que dans l'émotion et dans le vécu, mais qu'on s'ancre aussi dans qu'est-ce que ça veut dire socialement l'adelphité, dans ce qui existe. Aujourd'hui, on devait aussi avoir avec nous SOS Homophobie, donc qui n'a pas pu être présente. Mais les trois personnes qui sont là avec moi vont pouvoir parler des luttes LGBTQIA+, aussi, à leur échelle et aux échelles des associations qu'elles représentent. Maintenant que tout le monde est présenté, on va pouvoir commencer. On va poser le cadre de l'adelphité. On va non seulement redéfinir les termes, mais aussi se poser la question de, pour chacun, qu'est-ce que ça veut dire. Charlène, on parle souvent de sororité. J'imagine que dans tous ces engagements, tu en as beaucoup entendu parler. L'adelphité, ça fait un pas de côté. Et du coup, pour toi, l'adelphité, c'est quoi? Est-ce que c'est une utopie qui paraît un peu lointaine, floue, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très concret et qui, au quotidien, lead tes actions, enfin les actions des associations là où tu œuvres? Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, je crois que c'est bon. Donc, merci pour cette présentation et pour cette question. J'avoue, quand j'ai lu la question, je me suis dit, OK, comment je vais définir l'adelphité? Parce que nous, dans nos luttes quotidiennes, c'est vrai qu'on parle de sororité. Donc, je suis quand même allée faire un petit tour sur mon ami Google, voilà, pour voir un petit peu ce qui ressortait, en tout cas des concepts qui ressortaient, parce qu'il n'y a pas de définition claire, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qui ressort, c'est que c'est une solidarité entre semblables, qu'ils soient femmes, hommes ou personnes non binaires. C'est beaucoup plus neutre, donc du coup, que la sororité, la fraternité, plus inclusif,
puisqu'en fait, on n'intègre pas les dimensions et les notions de genre dans nos luttes. En partant de là, je me suis posé la question par rapport aux différents organes, organismes, associations que je fréquente, c'est est-ce qu'en fait on est tous et toutes semblables? Et surtout, est-ce qu'on vit tous et toutes les mêmes discriminations et la même oppression? Eh ben, j'ai envie de dire que non. Voilà. Puisqu'en fait, les inégalités, moi j'aime bien, quand je parle d'inégalités, de partir d'un cercle, tout simple. Pour dire que en fait, le cœur du système, il est là. Et c'est souvent, en fait, notre société, là, avec les arpentereuses urbaines, on va dire notre espace public, enfin, tous les pans de notre société sont en général possédés par les hommes cisgenres, blancs, valides, et hétérosexuels. Voilà. Et plus on va s'éloigner de ce cercle avec des différences, plus on va subir de discrimination et on ne va pas subir les mêmes systèmes d'oppression. Moi, je ne subis pas les mêmes systèmes d'oppression qu'une personne qui n'est pas valide. Enfin, voilà, qui a un handicap. Il y a plein de choses qui est important de prendre en compte. Et donc, moi, quand on parle d'inclusion, inclusivité, j'ai un peu du mal avec ça, parce que pour moi, l'inclusion, c'est assez méritocratique. C'est-à-dire qu'on a ce cercle et on va faire rentrer les gens dans ce cercle, même s'ils sont d'autres couleurs, mais pour ça, ça se mérite. Je suis plutôt sur un référentiel dans les luttes que je mène, qui est la lutte contre les discriminations. Pourquoi ? Parce que la lutte contre les discriminations, c'est vraiment quelque chose de très clair. C'est-à-dire qu'on passe par le droit, on passe aussi par des actions concrètes, pour en fait faire en sorte qu'il y ait une égalité. Et ça, c'est un modèle tout à fait égalitaire où toutes les personnes peuvent intégrer, en fait, toutes les personnes intègrent le cercle, peu importe leurs différences, et on réfléchit en fait de manière différente et on lutte vraiment contre justement les inégalités et les discriminations que peuvent subir les gens. En partant de là, je me suis dit, bon, alors ensuite, l'utopie. Qu'est-ce que c'est que l'utopie ? L'utopie, c'est un idéal, une vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Donc, on peut remercier Thomas More pour avoir, on va dire, popularisé et réfléchi, en tout cas, cette utopie. Et donc, c'est une construction imaginaire ou rigoureuse d'une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. Et donc, je me suis demandé, justement, qu'est-ce que c'est que notre réalité dans nos luttes quotidiennes. Et en fait, je suis partie, puisque j'ai été militante à Nous Toutes Rhône, je suis partie des violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, les violences sexistes et sexuelles sont perpétrées par 95%, c'est des hommes. Et ces 96% des victimes sont des femmes. Donc là, on voit bien, effectivement, qu'on est face à ce qui est violence de genre, climat de défiance, peur, menaces, etc. Et donc, je me suis posé la question du pouvoir. En fait, dans nos sociétés aujourd'hui actuelles, les femmes, pour avoir des droits, on a dû se battre. Et aujourd'hui, ces droits, ils sont toujours fragiles et ils sont toujours menacés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les exemples parce qu'on a peu de temps et je vais laisser la parole à mes camarades autour de la table. Mais du coup, pour moi, la delphité, en tout cas, vu les différents concepts que je vous ai présentés dans nos luttes, on y viendra un peu plus tard, mais ça va dépendre de l'objectif des luttes et ce qu'on veut mettre derrière nos combats. Parce que je pense que justement, face à une société où il y a de nombreuses discriminations et nous ne sommes pas tous égaux face à ces discriminations, il est important d'avoir des espaces pour se retrouver, pour poser nos idées, pour les faire diffuser après dans la sphère publique et ensuite à voir comment on peut intégrer les personnes qui ne subissent pas les mêmes discriminations. Et ça passe par exemple des personnes qui sont handicapées, des personnes racisées. Enfin, c'est pas juste une question homme-femme, mais c'est beaucoup plus global. J'étais un peu longue. Je m'excuse, je suis partie sur plein de concepts, mais voilà, en fait, ça dépendra de l'objet des luttes. Merci Charlène. Tu as été parfaite. Donc, au vu de ce qui a été défini par Charlène avec sa vision, comment toi, Mathilde, en tant que sociologue, tu analyses
cette question de vocabulaire avec la delphité, et on a entendu parler de rapports sociaux de sexe, de genre, de sororité, et puis là, ça peut glisser jusqu'à la delphité. Et qu'est-ce que ces concepts ils veulent dire aujourd'hui de la société dans laquelle on vit et de la société dans laquelle on milite? Merci beaucoup. Effectivement, Charlène, elle est partie sur plein de concepts très différents. Et en fait, c'est probablement parce que le terme d'adelphité, il est un peu pauvre à lui seul. Par contre, derrière, on voit qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à aller creuser et que c'est peut-être pour ça qu'on l'utilise de plus en plus. Et je ne veux pas du tout être la personne pénible parce que vous êtes peut-être venu juste là tranquille pour écouter d'autres personnes parler, donc je ne vais pas vous déranger si jamais vous ne le souhaitez pas. Mais est-ce que les personnes qui le souhaitent bien à 20 levées pourraient me dire déjà, est-ce que vous aviez déjà entendu le mot adelphité avant de voir cette table ronde et de décider de venir ici? Ouais, quasiment tout le monde. Mais il y a des personnes. Je répète peut-être la question, c'était pas hyper clair. Est-ce qu'il y a donc les personnes qui ont déjà entendu parler d'adelphité avant de venir à cette table ronde ici? Ouais, la grande majorité des personnes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes, et promis, je ne vais pas venir vous interroger, sauf si vous en êtes d'accord, mais est-ce qu'il y a des personnes ici à main levée qui peuvent dire si vous connaissez, vous avez une définition de l'adelphité? Ouais, moyen. Et je vous en prie, mais oui. Et est-ce qu'il y a des personnes qui seraient d'accord pour nous la donner? Et bien sûr, surtout, ne vous sentez absolument pas obligé si vous n'en avez pas envie aujourd'hui. Un, deux, oui. Super. Je ne sais pas si c'est une définition, mais le groupe WhatsApp avec mes sœurs s'appelle Adelph depuis 10 ans. Mais je ne sais pas le définir. Je sais juste que c'est pas sororité, c'est pas fraternité, mais voilà. Super, merci beaucoup. Les rapports de pouvoir, ils existent. Alors oui, ce serait génial en fait si on pouvait vivre dans un monde sans sexisme et sans racisme et sans aucune forme de discrimination. Mais en fait, comme c'est pas le cas aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à pas les invisibiliser. Et donc, je pense que les autres questions nous permettront de creuser un petit peu. Et ben, dans ce cas-là, dans la pratique, comment effectivement utiliser l'adelphité comme une sorte d'idéal vers lequel atteindre, ce qui est une forme de solidarité intéressante, mais sans invisibiliser les autres formes de solidarité, comme par exemple la sororité, où la sororité est aujourd'hui absolument nécessaire dans nos luttes. Et de ne pas la mettre exactement au même niveau du sens qu'a le mot fraternité dans nos sociétés aujourd'hui. Merci pour ces définitions et merci d'avoir participé. Alors, on va justement rentrer dans le côté associatif et au quotidien, comment vous œuvrez. Alors, association ou organisme dans lesquels vous êtes, ou comment est-ce que vous, au quotidien, tous les trois et toutes les... Ouais, tous les trois, ce masculin qui l'emporte, j'ai du mal. Alors, bon, c'est dit au moins. Comment est-ce que, sur le terrain, quand on a envie de lutter, comment est-ce que l'adelphité et toutes ces questions de mixité choisie, non-mixité, elles peuvent rentrer en cohésion, et comment elles sont travaillées aujourd'hui dans les organismes dans lesquels vous intervenez? Charlène, tu fais partie des arpenteuses urbaines. Il y a quelque chose de particulier au sein de l'association, c'est la charte que vous avez travaillée pour qu'elle corresponde à votre volonté de non-mixité. Donc c'est un point de départ, ça a été le point de départ. Et comment est-ce que vous avez fait pour que cette charte, elle puisse correspondre à cette volonté et que le groupe puisse s'y conformer, mais aussi que le groupe se sente bien avec ça? Parce qu'il y a ça aussi comme question, c'est dans un groupe, quand on met une charte en place, on peut tous avoir des lectures différentes. Et est-ce que tu pourrais nous donner des difficultés et de belles réussites, des choses dont vous êtes fiers au sein de l'association? Alors déjà, l'association, au départ, on n'était pas une association. C'était les marches exploratoires, c'était un projet qu'on a mené dans un centre social au cœur du quartier Moncey-Voltaire. Et donc, c'était, moi, je travaillais dans ce centre social et l'objectif, c'était de penser la place des femmes dans l'espace public et comment on fait pour repenser ça dans un quartier où justement cette place n'est pas forcément visible. Et donc, on a mis en place des marches exploratoires. Déjà, la première difficulté était
en interne, puisque moi, mon choix, c'était justement de faire des marches en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cis. Et ça a été un combat de plusieurs mois pour pouvoir le mettre en place, parce qu'en fait, moi, la question que j'avais tout le temps, c'est comment on intègre les hommes à ça, quoi. Comment il faut qu'ils participent, il faut qu'ils donnent leur avis sur l'espace public, parce qu'ils le fréquentent aussi. Donc de ça, moi, j'ai pu partir des postulats et de nombreuses recherches qui ont été menées je les remercie, par des urbanistes, des géographes, sur le fait que l'espace public, de toute façon, il n'est pas pensé... il est pensé par les hommes, comme je disais, les hommes blancs, valides et souvent hétérosexuels. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez global, comme on voit quand on se déplace, comment les espaces sont aménagés, pensés. Enfin, voilà. Donc ça a été un point fort qui a permis de démarrer. Et puis, petit à petit, à force de faire des marches, de faire notre marche restitutive, d'avoir un dossier, un diagnostic global, on s'est dit qu'on voulait vraiment se créer en collectif. Et là, s'est posé la question, puisque nous, on avait commencé, on n'était que des femmes. Et puis, dans le groupe, une personne nous a dit, moi, en fait, je suis non-binaire. D'accord. Donc, du coup, comment dans ce cas-là, c'était impératif pour nous, même en tant que collectif ou association, d'avoir un cadre où chaque personne voulant militer avec nous puisse, en tout cas, se référer à ce cadre. Et donc, la question, était assez simple dans le groupe, puisqu'en fait, on s'est dit, de toute façon, on l'ouvre notre association et en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cis, et toutes les autres personnes sont les bienvenues. Là où c'est plus compliqué, c'est sur la question de la transidentité, où lorsque on a une personne qui est militant dans notre groupe et qui est un homme trans. Et là, en interne, effectivement, ça refait sujet à discussion, puisque certaines personnes, parfois, de l'association estimaient que ce n'était pas forcément sa place. Donc, le fait d'avoir déjà pensé et écrit et avoir le garde-fou de cette charte a permis de dire, en fait, non. A permis aussi d'ouvrir un espace d'échange. C'est-à-dire qu'on a pris plusieurs temps pour pouvoir définir justement pourquoi ça te dérange, quelle est la difficulté, etc. Et puis finalement, en fait, l'appui de la charte a montré que de toute façon, c'était comme ça. Après, dans notre charte et aussi dans nos actions, nous, on fait le choix, lorsqu'on fait les marches, pareil, c'est en mixité choisie. Et alors, ça dépend aussi des marches qu'on fait. Par exemple, là, l'objectif, c'est de faire une marche exploratoire queer. Donc moi, je ne vais pas participer à cette marche. Enfin, c'est totalement... je vais aller à la restitution, on va participer. Mais du coup, ça sera les membres de l'association qui sont queer qui vont organiser cette marche, qui vont aller vers les publics concernés et pouvoir avoir cet espace safe pour pouvoir justement déconstruire l'espace public dans lequel on est et se poser des questions. Donc en fait, on s'adapte aussi suivant la demande. Il nous arrive d'ouvrir notamment, comme aujourd'hui à l'écoféminin, on fait des one-shot, on appelle ça des marches explorateurs one-shot, où en fait, là du coup c'est en mixité, parce que c'est un peu plus compliqué, et ça permet aussi de sensibiliser aussi les hommes cis qui viennent participer à nos actions. Donc voilà, donc vraiment le pouvoir, j'en reviens en fait à ce que je disais au départ, quand par exemple j'expliquais que lutter contre les discriminations, c'est avoir des cadres clairs, et la charte, ça en fait partie. C'est un cadre clair et un garde-fou qui est essentiel à la fois sur le fonctionnement interne, mais aussi sur nos actions externes. Parce que voilà, ça pose toujours question quand on présente nos projets, même avec des partenaires, ils disent « Ah oui, mais du coup, on n'inclut jamais les hommes ». Donc, c'est toujours un internal débat et ça nous permet de nous baser dessus. Merci Charlène. Romuald, dans toutes ces questions, au sein du collectif, vous intégrez aussi la question de l'entrechoquement des luttes, et notamment avec les luttes LGBTQIA+. Comment est-ce qu'on concilie justement ces luttes avec cette question de toutes les phobies, donc transphobie, biphobie, tout ça, avec les grands mouvements féministes,
Et est-ce qu'il y a encore des résistances ? Je pense notamment au phénomène des TERF, que tu pourras peut-être redéfinir pour que tout le monde sache ce que c'est. En gros, comment est-ce que vous incluez les luttes LGBTQIA+, dans votre collectif ? Est-ce que ça en fait partie ? Et si ça en fait partie, comment vous le faites ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, absolument, les luttes LGBTQIA+, font complètement partie de l'ADN de Manœuvre. En fait, dans notre approche, on a une approche assez sociologique finalement de nos espaces. Donc nous, on développe des espaces, des cercles de parole, des cercles d'écoute et autres ateliers aujourd'hui, mais essentiellement des cercles de parole. Et l'enjeu, il est de venir traiter la question des masculinités, et c'est la représentation sociale en fait des masculinités. Et comment est-ce que les masculinités sont construites socialement, et du coup, comment ces constructions sociales viennent nourrir les rapports de domination entre les genres, les rapports de force, les rapports de pouvoir dans les dynamiques de genre, et du coup, où sont les déséquilibres, et comment est-ce que moi, à travers mon parcours personnel en tant qu'homme, et venir le déposer dans cet espace, dans ce cercle de parole, vient visibiliser finalement un système, donc le système patriarcat, ou en tout cas les différentes dynamiques de ce système qui existent. Et en fait, c'est l'échange de ces différents témoignages dans ces cercles de parole sur des thématiques particulières qui viennent, ah ouais, toi tu vis ça comme ça, à toi de cette manière-là, à toi de cette manière-là, qui finalement viennent visibiliser différents vécus et montrent un petit peu, entre guillemets, même si l'enjeu de base, il est surtout de créer un espace d'échange, de partage, de care, de soins. Voilà, donc il y a vraiment cet enjeu de, ok, venons pointer du doigt comment fonctionnent les représentations de la masculinité, et voyons voir ce qu'on peut faire avec. J'ai oublié le reste de ta question, pardon. Peut-être que justement, cette représentation des masculinités, dans la question des luttes LGBTQIA+, comment est-ce que vous de ce que j'entends, vous la prenez à l'inverse, c'est-à-dire vous demandez, peu importe l'orientation, le genre de la personne, peu importe tout ça, c'est comment la personne vit la masculinité, et quelle en est sa définition en fait. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, pardon. C'est qu'en fait, on crée des espaces à la fois mixtes et non mixtes. Donc non-mixité masculine, non-mixité féminine et mixte. Et selon les thématiques qu'on choisit, c'est OK, à travers ton parcours de genre. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple. On a un cercle sur la question de mon rapport aux émotions. Voilà, les personnes qui ont vécu ou qui vivent dans un parcours de la féminité viennent exposer leur rapport à leurs émotions face à des personnes qui vivent la masculinité. On voit que finalement, il y a des grandes différences de comment je ressens les choses, comment je les exprime, comment je les partage, avec qui je les partage, etc. Et du coup, ça permet de, ah oui, OK, il y a des différences, il y a des décalages, et comment est-ce qu'on peut venir, je sais pas, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est OK, avec quoi je repars de cet atelier-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi dans ma vie, avec qui j'ai envie finalement d'exprimer plus mes émotions, etc. Et inversement, on peut avoir des espaces en non-mixité masculine. J'en pense à un particulièrement sur la paternité. En tant que papa, moi je suis pas papa, mais en tant que papa, comment est-ce que je vis mon rôle de père, et comment est-ce que je peux le partager face à la vision que j'ai de la masculinité avec d'autres personnes qui sont dans le même modèle, dans le même rôle. Et du coup, ça prend son sens un peu à cet endroit-là. Il y a une dynamique vraiment, trouver un équilibre, ou en tout cas visibiliser le déséquilibre entre les genres dans les rapports relationnels. Et voilà, grosso modo. Merci. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'important, c'est de réfléchir à l'objectif, là où on en est. Quel est l'objectif de ce qu'on veut faire ? Et ce que tu nous dis, Romuald, c'est de prendre le vécu de chaque personne et quand la personne a envie de l'exprimer, de le mettre, de le rendre public, et de voir qu'en fait, que ce soit toi ou moi, on n'a pas la même version et le même vécu par rapport à un même mot, par exemple le mot émotion, ou le mot paternité, maternité. Et qu'en fait, tout ça permet que les autres autour se rendent compte d'une autre réalité, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la delphité, il est là. Okay. Avant qu'on propose cette table ronde, je fais partie de ceux que la delphité, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, c'est en train de se construire en moi, et je suis en pleine réflexion dessus, et c'est très cool. Et pour moi, la delphité, il est là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ne pas invisibiliser les parcours et les vécus des autres. Et du coup, c'est OK, moi, mon parcours, mon vécu, c'est celui-ci, le tien, c'est celui-ci. Et du coup, on vient ne pas se comparer, mais plutôt apprendre du parcours de l'autre, s'en nourrir
et voir comment vivre en fait ensemble avec ces différents vécus-là, ces différents parcours-là, ces différentes expériences-là, et essayer de construire quelque chose ensemble en fait avec du collectif, avec de la différence, et pour moi la Delphité elle est là, elle est cette solidarité dont on parle, c'est essayer de construire avec toutes nos différences quelles qu'elles sont, sans les invisibiliser, mais au contraire les prendre comme force et peut-être comme même matière pour aller vers quelque chose de plus chouette. Merci. Il y a une autre piste que je voudrais développer avec vous. Est-ce que vraiment on souhaite des espaces, justement, comme là, Romuald, est-ce qu'on les souhaite, ces espaces? Et est-ce que, de toute façon, même si on les souhaite, est-ce qu'ils le sont réellement inclusifs et en tout cas ouverts à tous et toutes? Parce qu'on parle beaucoup donc, de genre, d'orientation sexuelle, mais comment on peut garantir l'inclusion, l'inclusivité pour les personnes qui sont en situation de handicap? Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis ça, est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Ok, ça veut dire je suis entendante et mon prénom c'est Marion. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a compris, bah, il était inclus. Et si personne n'a compris, ça veut dire que j'étais toute seule à essayer d'exprimer quelque chose. Et c'est très chouette d'inclure, de poser la question des orientations et du genre et tout ça. Et je suis la première convaincue. Mais est-ce que vraiment, dans tous les cas, ce sera vraiment inclusif? Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait et parfaite, mais ça veut dire qu'on doit se poser les questions de toutes les autres luttes qui sont autour et de si on veut vraiment inclure tout le monde, y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Et encore une fois, on ne sera jamais parfait et parfaite. Juste la question du handicap, vous l'avez, bon, ça me tient à cœur. Mais comment on peut garantir cette inclusivité en fait? Comment est-ce que vous, au quotidien, est-ce que c'est des choses que vous vous êtes posées comme question et comment vous essayez de le garantir? Je ne sais pas si tu voulais en rediscuter ou... Charlène, Mathilde? Non, ouais, c'est vrai que pour moi, pour l'instant, c'est une limite. J'ai pas de réponse ou même de piste exploratoire dessus. C'est clairement une limite de trouver une manière ou en tout cas un levier pour pouvoir au moins rendre tout accessible. Sinon, il y a aussi la question des personnes racisées. Encore, là, j'ai pris l'exemple du handicap parce que je le maîtrise plus, mais la question des personnes racisées peut aussi être une autre limite. En tout cas, dans nos luttes féministes, la question du handicap, mais aussi des personnes racisées, c'est quand même un angle mort. Et ça, on a souvent tendance à ne pas le regarder en face. Parce qu'on va surtout se dire là, l'intersectionnalité, c'est hyper important. Et l'intersectionnalité est un peu en train de devenir le nouvel universalisme, humanisme. Enfin, voilà, il y a cette dérive qu'il faut quand même tenir compte. Nous, alors c'était un impensé jusqu'à ce qu'on soit sollicité par une association Action Visible Handicap, par Jane, qui justement proposait une marche à Paris. Et puis, on est en train de réfléchir à construire ensemble une marche exploratoire, donc à penser notre espace public sous le prisme du handicap. Déjà, pour nous, c'était important d'être auprès des personnes concernées. Et en fait, finalement, ça se fait par étapes. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte que dans nos luttes, il y a aussi ces impensés-là, parce que c'est normal, on ne peut pas être parfait, je pense que c'est important de laisser les espaces d'abord aux personnes concernées pour justement développer leurs pensées, la lutte, les besoins, et ensuite pouvoir se retrouver et justement faire ensemble et trouver une manière commune de militer. Ça, c'est plutôt important. Par exemple, les dévalideuses, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, vous connaissez, bah oui. C'est un collectif en non-mixité queer, c'est-à-dire pas de personnes, il n'y a pas de personnes valides et pas d'hommes cis. Voilà. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'après, via leurs actions, ça permet aussi de s'interroger, nous, sur nos luttes, nos manquements et de voir comment on peut rectifier le tir et comment on peut travailler tous ensemble et lutter contre les discriminations. En fait, je reviens toujours à ce cadre référentiel parce que, en fait, c'est hyper important parce que
au-delà, c'est pas juste de l'inclusion, c'est vraiment une discrimination. C'est un critère discriminant, que ce soit la race, le handicap, le genre, le sexe, l'orientation sexuelle. Et donc, voilà, c'est important de l'intégrer dans nos luttes, mais ça passe par des étapes. Et en tout cas, de travailler avec les personnes concernées, c'est pour moi le jamais rien sans nous, pour nous, c'est un peu un leitmotiv. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, dès qu'on parle d'adelphité ou d'inclusion, ce sont des grands mots et ce sont des très belles valeurs. Et c'est intéressant de les avoir dans notre champ de vision pour se diriger vers là. Voilà. Surtout dans une époque comme la nôtre où clairement, on n'hésite pas à brandir d'autres idéologies. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ces grands mots-là, c'est intéressant de les voir aussi comme des démarches. Et en fait, dès lors qu'on est dans la démarche, on est dans quelque chose qui est de beaucoup plus concret et on voit que derrière, ça demande des protocoles et ça demande des outils. Et en fait, ça rend pas la chose moins idéaliste ou moins belle, mais c'est juste que vraiment, ça nécessite de la réflexion et ça nécessite de la justification et ça nécessite du travail et ça nécessite ensuite des terrains d'expérimentation pour pouvoir ensuite essayer de ressortir de là avec des protocoles, des démarches, des façons de faire, des pratiques, aussi des personnes qui sont formées sur ces questions-là. Ce ne sont pas des choses qui peuvent s'improviser juste, même si ça c'est aussi très important, par un ressenti ou par une envie d'atteindre un petit peu ces idéaux. Et donc, je pense que dès lors qu'on raisonne en termes de démarche, à ce moment-là, en fait, on se pose un peu autour de la table et on se dit, en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Et typiquement, déjà, on a besoin de comprendre les réalités qui sont vécues par les personnes qu'on essaye d'inclure. Voilà. Et c'est là où tout le travail de travailler avec les personnes qui bénéficient, de travailler avec les personnes qui sont concernées, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas anticiper des besoins pour les problèmes auxquels on n'est absolument pas confronté. Et donc, c'est comment, dès la conception, en fait, que ce soit des événements, que ce soit des actions, que ce soit des endroits, des structures, des lieux, c'est comment, dès la conception, on essaye de diversifier au maximum le panel de personnes qui vont participer activement, en fait, à créer ce lieu. Et quand c'est pas très possible, parce qu'en fait, les personnes elles sont pas forcément intéressées tout de suite. Parfois, en fait, on essaie d'inclure des personnes qui sont très éloignées du quartier dans lequel on s'installe. Il y a plein de freins parce qu'on est dans une société qui de fait n'est pas très diversifiée donc c'est intéressant de se dire de là où on part, d'en accepter les limites, mais de se dire à chaque fois comment est-ce que je peux faire, et en s'autorisant aussi les protocoles, on va dire ad hoc. C'est une fois que j'ai fait l'événement, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut m'alerter sur un problème, sur quelque chose que je n'ai pas pris en compte, pour faire en sorte que personne ne reste seul, en tout cas face à une certaine forme d'exclusion quand on essaye de mettre en place tout ça. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que pour atteindre l'adelphité, donc qui est souvent considérée comme étant vivre ensemble, quel que soit notre genre, être solidaires les uns les unes des autres, etc. Pour atteindre cet idéal, ça présuppose aussi peut-être que certains de ces outils, certains de ces espaces soient non mixtes ou en mixité choisie. Mixité choisie, j'aime bien cette appellation, même si j'avoue que j'ai un peu de mal à lâcher non-mixité parce que souvent c'est très provoquant. Ça rebute beaucoup les personnes et donc c'est toujours un petit plaisir d'aller titiller un petit peu et puis de faire un petit peu lever de bouclier pour ensuite pouvoir aborder le fond du sujet. Mais c'est vrai que quand on parle de mixité choisie, au moins on admet qu'en fait, non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de mixité dans le groupe qu'on a constitué. Si jamais on est en mixité choisie femmes et minorités de genre, par exemple, en fait, la diversité qu'il peut y avoir dans ce groupe mérite d'être nommée. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense quand même que c'est intéressant de parler de mixité choisie. Mais ceci étant dit, ça nécessite qu'en fait, il y ait ces espaces qui s'organisent dès lors qu'on les pense comme des outils. Et un outil, ça ne s'utilise pas n'importe comment, pas de n'importe quelle façon, pas à n'importe quel moment. Et ce n'est jamais un idéal. Personne ne se dit « Ah tiens, ce serait génial si on vivait dans une ville où les trams de métro seraient séparés en fonction du genre ». Peut-être que c'est un outil qui serait nécessaire quand on voit les chiffres sur le harcèlement de rue, etc. Encore une fois, de penser vraiment la non-mixité, jamais comme un idéal, mais comme un outil. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette question. On va passer sur une autre partie qui est quelle est la place des hommes ? Est-ce que ce sont des alliés ou est-ce que ça doit être des acteurs de
de nos luttes. Donc c'est plus à toi, Romuald, que je vais m'adresser ici, mais si Mathilde et Charlène, vous avez des petites choses à rajouter ou même des interrogations, vous pouvez intervenir. En fait, le rôle des hommes, il est important à comprendre, et une des actions du collectif Manœuvre, c'est de déconstruire les masculinités et les privilèges. En tout cas, de les mettre en lumière pour ensuite aider à les déconstruire là où on a envie de les déconstruire. Et selon toi, Romuald, pourquoi est-ce que c'est crucial que les hommes s'engagent dans cette déconstruction et de la déconstruction de l'hétéropatriarcat, c'est ça que je veux dire. Et est-ce que pour toi, c'est un rôle plus d'allié, ou ça doit devenir, les hommes peuvent être des vrais acteurs des luttes, en fait, de leur propre lutte, sans attendre la permission des femmes et des féministes. Voilà. Et comme on va arriver un peu dans le temps et que je suis aussi maîtresse du temps, est-ce que tu peux répondre à une deuxième question ? Je te la reposerai si tu l'oublies. Mais en gros, c'est comment est-ce que les hommes peuvent s'engager sans déranger et sans prendre la place ? Et comment, au sein du collectif, vous arrivez à structurer ces actions pour soutenir les luttes ? Mais en gros, comment vous soutenez les luttes féministes sans jamais prendre la place ? Ça, c'est la deuxième question. Mais t'inquiète pas, attends-toi à ce que je te... Ouais, t'inquiète pas. Ouais, il y a plusieurs choses. Je vais parler en mon nom parce que je pense me sentir plus légitime à parler pour moi, ce que je vis. Je me suis, même au sein de Manœuvre, j'ai du mal en tout cas à me considérer, enfin je ne me considère pas féministe, mais je me considère allié du féministe, effectivement. Pour moi, ça passe par le corps. Je suis thérapeute aussi à côté, et il y a quelque chose qui se passe dans le corps, et l'oppression subie par les hommes envers les femmes, je ne la vis pas. Je suis un homme blanc, j'ai un peu le privilège dans ce pays-là. Donc de par cette raison-là, pour moi, il est compliqué de me considérer féministe dans l'action, en tout cas à l'état même. Par contre, intellectuellement, je me représente cette oppression-là, je sais son impact, je sais ce qu'elle a comme conséquence dans la société, pour les personnes, même émotionnellement, etc. Donc à partir de là, moi, de mon côté, je peux mettre en place des actions, essayer d'avoir en tout cas un impact en ouvrant des espaces comme on fait avec Manœuvre et autres, pour pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Quand bien même il y a différents enjeux, mais voilà, c'est un des enjeux principaux d'aller par là. Il y a aussi une autre réponse que quelqu'un dans le public a dit tout à l'heure. Il y a certains, enfin, je pense que aussi personnellement que les hommes subissent le patriarcat, l'expression émotionnelle. Je reviens dessus. Moi-même, l'exploration de mes émotions, encore aujourd'hui, je me prends, putain, c'est ça de ressentir la tristesse. Waouh. Et on me l'a pas appris quand j'étais enfant, parce que je suis un garçon. On m'a pas appris cette ouverture, cette vulnérabilité-là qui est pour moi belle. Donc il y a aussi, je pense, cet enjeu-là d'aller creuser ces questions, pour moi, ça fait partie des luttes féministes que de venir aussi trouver une fois de plus un équilibre et un rapport à soi, un rapport à son genre, un rapport aux autres, peu importe qu'on soit de quel genre on est. Voilà, je me souviens pas du reste. En fait, la deuxième question, c'était comment est-ce que le collectif, collectif Manœuvre, vous faites pour que quand vous structurez vos actions, vous soyez donc alliés de ces luttes et que vous les invisibilisiez pas. Voilà, je vais y arriver. Enfin, en gros, comment vous soutenez les luttes sans les invisibiliser. Voilà. Ouais. Comment vous faites ? Comment on fait ? En fait, quand on crée nos espaces, pour nous, on a un cadre qui est très... Je crois que toi, tu parlais de charte. Je me suis reconnu dans ce que tu disais. Nous aussi, on a ça, on a le cadre. Et le cadre, c'est un peu vraiment le point central de nos espaces, et ce qui va permettre de créer un espace sécure, un espace safe, quelque chose où les gens vont pouvoir bien se sentir, en tout cas le maximum qu'on puisse faire, et de pouvoir avancer dans ce truc-là. On exprime que l'enjeu de ces espaces-là, il est avant tout personnel, de pouvoir partager un vécu et de pouvoir écouter celui des autres, que ça résonne et qu'on puisse amener, etc. Mais par ricochet, toutes ces actions-là ont forcément un enjeu politique qui est de pouvoir diminuer les inégalités, ou en tout cas visibiliser les inégalités et venir trouver comment est-ce qu'on peut avoir un impact dessus.
Donc on précise que l'enjeu il est politique, on précise que c'est pro-féministe, on précise dans notre cadre et dans notre manière de présenter le collectif de cette manière-là, mais on précise aussi qu'on a une approche militante évidemment, mais aussi on s'appuie beaucoup sur les sciences sociales et humaines, sur la sociologie, genre vraiment avec cette représentation du genre comme une construction sociale parmi d'autres sujets, hein, mais il y a vraiment aussi cet enjeu de ok, venez, on parle de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, mais on s'appuie sur des théories sociologiques pour venir, des outils en tout cas sociologiques pour venir mettre tout ça en lumière. C'est notre approche en tant que collectif. Et après, on participe à des événements comme celui-ci. On publie des manifestes aussi sur nos réseaux sociaux. On montre notre position, on essaye de déterminer, de sculpter notre position politique sans se montrer activiste, je dirais, non pas parce qu'on veut pas, parce que c'est pas notre identité de base. Voilà. Merci. Il y a aussi quelque chose, est-ce que tu peux nous en dire peut-être 2 mots? Quand on se rend sur le site de Manœuvre, il y a écrit, il y a certains cercles de parole ou certains événements où il y a écrit mixité choisie, masculine par exemple. C'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, mais en tout cas, je sais qu'il y a, il y a noté en fait qui est inclus ou qui peut venir ou qui ne peut pas venir. Et comment ça a été choisi? Est-ce que c'est dès le départ que vous avez choisi d'avoir cette communication-là? Ou est-ce que vous l'avez fait au fur et à mesure? Non, ça c'est... alors, pour rentrer un petit peu dans l'historique de Manœuvre, avant qu'on devienne un collectif et une association officiellement, ça a été un travail de 1 an d'un cercle privé, enfin de 15 personnes, une petite vingtaine peut-être, où pendant 1 an, on a fait des cercles de parole entre nous. Il y avait un groupe d'hommes, 6, un groupe de femmes, 6, et on faisait des cercles de parole à distance, enfin chacun de son côté. Il y en a eu après, on a mélangé nos espaces, et en fait, au fur et à mesure, on a retenu ce qu'on a appris, on a exploré plein de choses, expérimenté, puis on a commencé à écrire un cadre, une charte, etc. Et on a expérimenté plein de choses sur l'animation. On a expérimenté des animations uniquement garçons, uniquement filles, des animations à la fois garçons et filles. Enfin, on a testé plein de trucs. Et au fur et à mesure, on a appris de nos expériences. Et aujourd'hui, on a effectivement des choses assez précises. On sait que selon certaines thématiques qu'on aborde dans nos espaces, ça sera de la non-mixité, ou en tout cas de la mixité choisie masculine ou féminine, ou ça sera de la mixité. Donc on sait que ça sera soit de l'aquanimation mixte ou pas. Non, c'est des choses qui ont vraiment été travaillées, explorées, discutées, challengées. On s'est pris, parfois on a testé des trucs, ça a vraiment échoué, quoi. On s'est pris des scuds, on dit bon bah ok, ça pue jamais, on va éviter. On sait qu'il y a des thématiques, jamais on les fera en non mixité parce que ça peut créer on peut reproduire des schémas justement de boys club par exemple en non mixité masculine et finalement se conforter dans des positions. Et on a eu des retours, on fait bah ok, non ça on évite. Enfin, on essaie aussi d'être alerte et vigilant là-dessus. Le cadre aussi aujourd'hui sert à ça comme garde-fou pour éviter de reproduire ça. Et encore aujourd'hui, on a ouvert aussi des espaces artistiques et des espaces de jeu, autres que des espaces de parole. Et on essaye de rester vigilant, à chaque fois faire de l'analyse, à écrire des feedbacks, des ressentis. On se parle toutes les semaines hebdomadairement. On est un peu partout en France, donc on se fait des retours entre nous. Il y a un truc de fond qui se fait derrière, vraiment, pour essayer de faire attention à tout ça. D'accord. Et donc, il y a un des principes politique, on peut dire, de Manœuvre. Et là, je vais commencer par toi, Romuald, mais toutes les deux, je serais ravie d'avoir votre avis. Le collectif, il a la culture du care, donc prendre soin, comme valeur centrale, que ce soit dans le cadre, c'est-à-dire que vraiment, vous avez posé cette phrase qui dit que vous êtes responsable du bien-être collectif et du respect de la sensibilité et de la confidentialité de tout ce qui a été confié. Et c'est aussi clairement écrit dans les objectifs politiques, cette fois-ci, du collectif, de libérer la parole sur des sujets intimes en prenant en compte toute la diversité et la légitimité des vécus qui nous composent. En fait, en lisant ça, je me suis dit, ok, donc en fait, vraiment, comme tu dis, ça a été testé, approuvé, vous êtes allé chercher ce dont vous avez besoin et vous l'avez écrit. Et du coup, comment est-ce que ce principe politique-là, enfin ces principes, agissent au quotidien? Comment est-ce que cette logique, elle peut remplacer une logique de domination? Enfin, j'utilise le mot domination parce que c'est un mot qui est facile à comprendre, mais en gros, facile à comprendre, c'est le mot central de beaucoup de choses. Mais comment est-ce que cette attention sur le vécu, vous en avez beaucoup parlé, mais comment cette attention sur le vécu fait que ça rend les choses plus fluides du côté Manœuvre? Et toi, Charlène, tu es donc coprésidente du futur tiers-lieu La Médiane, qui est un lieu
qui sera un lieu militant pour les luttes féministes et contre les discriminations de genre, excusez-moi. Et donc en gros, comment est-ce que prendre en compte le vécu, pareil, dans un autre espace que le collectif Manœuvre, pour prendre en compte la politique du prendre soin, comment ça s'inscrit dans ce tiers-lieu? Romuald, je te laisse la parole. Ouais, merci pour cette question. Je la trouve, je l'aime beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans Manœuvre quand on a créé l'asso. Après notre test un an, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait soit on continue et ceux qui ont envie de continuer, soit chacun fait sa vie derrière. Moi, j'avais vraiment l'envie parce que l'enjeu, il était de créer un groupe avant de créer un collectif, avant de créer une structure qui a des actions. Donc c'est donner de l'importance aux soins des uns et des autres, au parcours des uns et des autres, et de nous d'abord en tant que membres, avant d'avoir un public. Et du coup, c'est passé par des... Je vais être précis, mais c'est passé par des choses toutes simples. C'est toutes les semaines, on se fait ce qu'on appelle un check émotionnel. Ok, comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Qu'est-ce que tu as vécu? Au début de toutes nos réunions, pareil, c'est ça, c'est check émo. Comment s'est passé ta journée? Et on se fait un tour, on prend 10 minutes pour chacun entre nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on essaye de reproduire ensuite dans nos espaces. En fait, ça part de là, ça part de soi d'abord, de nous, entre nous. Et ce qui marche, ce qui se diffuse, ce qu'on commence à incarner, on l'incarne naturellement dans nos espaces. Et c'est important parce que c'est ce qui vient créer du lien, c'est ce qui vient nourrir, c'est ce qui vient rapprocher, en tout cas moi, dans la manière dont je le ressens. Et comment être plus pertinent dans le soin que d'incarner quelque chose que j'ai envie de donner dans mes espaces. Après, voilà, je parle, ces choses-là, elles arrivent dans les espaces que le collectif crée. Ça reste des espaces d'exploration, ça reste des laboratoires d'expérimentation. J'espère qu'un jour, ça sera quelque chose qui sera effectif dans la société, mais aujourd'hui, c'est juste à l'échelle de nos espaces, quoi. Alors, je salue aussi notre coprésidente, parce qu'on est 4. Coprésidente, et notamment dedans il y a Fanny Château qui est donc la créatrice de ce lieu. Comment le CARE, c'est une bonne question, je ne crois pas qu'on se soit plus que ça. En fait, je pense que là où ça passe, c'est que le fonctionnement de la maison, ça sera une gouvernance interassociative et d'associations féministes. Donc déjà, on apporte aussi nos modalités de fonctionnement. Ensuite, c'est un lieu qui se veut safe pour parler d'égalité. Va y avoir des temps à la fois il y aura possibilité de se former, il y aura aussi des soirées, des conférences, un bar. Enfin voilà, c'est le lieu même qui se veut en tout cas bienveillant. Et puis pareil, il y a une charte, il y a des principes qu'il faut respecter. Quand on adhère, il faut respecter aussi les principes. Et je pense que la question du CARE, c'est intéressant parce que je pense que dans nos luttes féministes, c'est un peu des fois le leitmotiv, en tout cas en interne, on essaye de mettre des choses, mais je mets quand même une petite alerte parce que nos milieux militants sont pas toujours safe et care. Faut quand même un petit peu remettre l'église au milieu du village, parce que c'est pas toujours un monde de bisounours. Et je pense qu'effectivement, on revient sur l'importance encore du cadre, des étapes de construction. Enfin, ce que tu as expliqué, je me suis totalement retrouvée, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne nous aussi. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on réfléchit aux outils pour pouvoir être le plus safe possible. Mais au sein même de nos structures, on reproduit quand même des systèmes de domination. Donc en fait, c'est tout le temps être vigilant et avoir ses garde-fous. Donc la médiane, comme les autres assos, a sa charte, a son système de fonctionnement. Et je pense qu'on a hâte aussi de voir comment ça va fonctionner avec le temps et comment ça va s'installer dans un espace pérenne et devenir un lieu visible pour toutes et tous. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très important. Merci. Et si ça ne te dérange pas que je rebondis sur quelque chose parce que j'ai trouvé ça donc hyper intéressant et notamment tu as employé un mot, Romuald, qui je trouve hyper pertinent dedans, c'est incarner. Et en fait, quand on parle de système de domination, quand on parle de patriarcat, des fois on s'imagine un système qui est hyper loin de nous, mais en fait ce système il est incarné
par des êtres humains et il est incarné par des pratiques et par des comportements. Et ça nous permet de pouvoir reprendre la main un petit peu sur ce système qui sinon pourrait un petit peu nous échapper et se poser toujours la question à notre échelle, où est-ce que je me place sur l'échiquier social et qu'est-ce que je peux faire pour soit limiter mon impact ou ma participation à un système auquel je ne suis pas d'accord et qui certes me préexistait et me dépasse bien sûr, mais auquel de sûr je participe en étant partie prenante de la société. Et là-dessus, du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire. Et en fait, voilà, typiquement dans les luttes féministes, pour des hommes, la question, c'est de se poser la question de ses privilèges, de se poser la question de ses comportements d'oppression, d'avoir une auto-vigilance comme ça sur les comportements qu'il peut avoir, d'avoir aussi le souci d'être concerné, de savoir quelles sont les réalités qui sont vécues par les femmes et par les minorités de genre dans le système patriarcal. Et tout ça, en fait, ça mérite d'être mis au travail. Et moi, je me rappelle que pendant longtemps, j'étais très, très critique de me dire quand même, les hommes, ils foutent pas grand-chose dans cette lutte. J'étais très en colère et j'étais très, on va dire, prompte à leur mettre ça sous le nez. Et après, je me suis quand même posé la question, et moi, dans l'antiracisme. Et en fait, quand je me suis intériorisée comme ça sur quel était vraiment mon rapport à l'antiracisme, je me suis pris un petit peu une claque parce qu'en fait, comme beaucoup de choses, toutes les postures dont on parle là, ce ne sont pas des étiquettes qu'on peut avoir. C'est impossible de pouvoir se qualifier d'allié antiraciste ou d'allié féministe comme une étiquette, et c'est pas du tout ce que tu faisais. Mais je trouve ce mot-là, il est extrêmement important. Mais en fait, ne peut s'incarner que dans des personnes et dans des comportements à des instants T, parce qu'en fait, c'est impossible d'être dans une réflexivité permanente de quoi est-ce que je privilégie, même sans en avoir conscience, d'où vient le comportement que je peux avoir. En fait, c'est une posture qui est tellement active et qui demande tellement d'énergie qu'on peut le dire qu'elle peut se faire que de manière un petit peu circonstanciée, et par exemple dans des espaces ou dans des temps donnés. Mais c'est comme tout, plus on le pratique et plus les choses elles nous viennent naturellement, plus on est vigilante, et plus on s'améliore en fait. Merci à tous les trois. Alors, l'adelphité, est-ce que c'est l'avenir du militantisme ou pas ? Est-ce que la mixité vs la non-mixité, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on devrait choisir, est-ce qu'on doit faire que des lieux mixtes ou est-ce qu'on doit faire que des lieux non mixtes ? Je pense que vous avez en partie répondu, c'est-à-dire que vous m'arrêtez si vous avez un autre avis, mais c'est qu'en fait, il y a des lieux où ce sera de la non-mixité, de la mixité choisie, et il y a des lieux où ce sera de la mixité parce que c'est important, peut-être, de mettre des doubles voix, enfin en tout cas d'avoir l'avis de tout le monde. C'est ce que tu disais, Romuald, notamment sur certains sujets où en fait la mixité est importante et sur d'autres où il y a la non-mixité. Mais est-ce que pour vous, il faut les garder, ces espaces en non-mixité choisis, et quels sont les rôles en fait de chacun, quel est le rôle de chacun d'entre nous là-dedans? Et puis au moment où vous aurez la parole, est-ce que vous pouvez me citer une mesure très concrète et précise, que ce soit locale, associative ou que vous connaissez, qui met en avant l'adelphité? Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais d'expliquer aussi pourquoi l'adelphité, enfin peut-être mettre un point de vigilance par exemple, voilà, parce qu'on arrive à la fin, donc ensuite on va passer sur une dernière question, mais quel est le point de vigilance que vous mettriez là-dessus, si vous n'avez pas d'action? Je laisse le temps. Hein. Je peux peut-être commencer si vous voulez. Pour revenir sur la question de la non-mixité en premier, moi l'exemple que je prends tout le temps, parce que généralement il parle beaucoup, c'est en fait quand on dit qu'il y a besoin d'organiser des réunions syndicales pour organiser les luttes face au patronat, mais ça choque personne. Et ça a choqué personne pendant les dernières décennies non plus. En fait, ça paraît tout à fait normal que le patronat ne fasse pas partie des réunions dans lesquelles on réfléchit à quelles sont les dynamiques d'oppression, de quelle manière est-ce qu'on subit le classisme et le patronat, et comment est-ce qu'on organise nos luttes. Alors après, bien sûr, il y a des réunions et il y a des instances de négociation, le fameux dialogue social qui fonctionne hyper bien et qui permet de rebattre un petit peu
les cartes, mais ça demande au préalable de pouvoir se mettre d'accord entre nous et entre personnes concernées et oppressées. Donc en fait, tout ça pour dire que ces espaces, en fait, ils sont absolument nécessaires et que très probablement, quand on parle d'adelphité, si c'est quelque chose qu'on veut espérer atteindre un jour ou même pouvoir juste ressentir, eh bien, ça nécessite de ne pas invisibiliser les discriminations et les rapports de pouvoir, mais au contraire de les adresser. Et quoi de mieux que de les adresser dans des espaces qui sont dédiés. Il n'y a pas de meilleur coup de projecteur probablement. Je rejoins totalement dans ce que tu viens de dire. Pour moi, les espaces en non-mixité, c'est vrai que mixité choisie, c'est quand je veux être politiquement correcte et qu'on veut réussir à faire une action. Sinon, j'aime bien non-mixité, ça, c'est pas mal. Voilà. Mais effectivement, pour moi, si on veut arriver effectivement à une convergence de nos luttes et à une adelphité, je pense que c'est essentiel d'avoir ces espaces justement d'entre-soi. Enfin, c'est un peu de l'entre-soi, mais dans le bon sens du terme. Parce que au sein même de nos luttes, comme tu parlais de la question du racisme, on va reproduire des schémas de domination raciste sans s'en rendre compte, en fait. Et on va parler à la place encore des personnes concernées, etc. Et donc, c'est essentiel de pouvoir avoir nos espaces. Franchement, nous, on lutte contre les violences de genre dans l'espace public. Et en toute franchise, quand on fait des marches mixtes, parfois, il faut rappeler le cadre sans cesse, en fait. On s'écoute, on respecte le ressenti et la parole de chacun et chacune. Et surtout, on met tout de suite le cadre de l'espace public construit par les hommes, pour les hommes. Enfin, voilà, on pose ça. Cependant, ça n'empêche pas certaines personnes de dire moi non, surtout les hommes, moi je me sens grave en sécurité, c'est génial, voilà. Et en fait à des moments j'ai envie de dire mais tais-toi. C'est dans ces moments-là et donc je vois d'autres personnes autour qui sont déjà victimes de ces rapports de domination, qui ne prennent pas la parole et qui ne peuvent pas s'exprimer sur les espaces qu'elles fréquentent quotidiennement. Et donc, nous, c'est toute la globalité de nos actions qu'on pense, sauf de manière exceptionnelle, en mixité choisie, parce que femmes et minorités de genre, parce que justement, on n'a pas les mêmes vécus et c'est important de pouvoir, si après on veut pouvoir diffuser et trouver des pistes d'amélioration et sur une marche restitutive pour pouvoir intégrer les hommes et expliquer ce qu'on ressent et s'ils sont à l'écoute, c'est super. Voilà, et ça nous a fait pas mal progresser. Et en même temps, à l'intérieur même de notre collectif, c'est ce que j'ai expliqué tout le long, c'est aussi, on se catégorise aussi. C'est-à-dire que je vais pas aller sur tel sujet à ce moment-là parce que moi, je suis pas concernée directement. Cependant, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de plus tard. Mais je sais que c'est pas ma place à ce moment-là. Et je pense que c'est hyper important dans notre société aujourd'hui de se rendre compte de ces privilèges. Parce que moi, en tant que femme, je subis une forme de domination, mais moins que ma camarade, etc. Et c'est ça qui nous aide à lutter ensemble. Et voilà, donc moi, je suis pour ces espaces-là pour pouvoir ensuite créer du commun ensemble. Ouais, ça résonne totalement, moi, ce que vous avez dit toutes les deux. Je suis aussi entièrement pour continuer à avoir ces espaces-là, parce que je les vois aussi, en tout cas certains, comme des espaces de ressources. Tout à l'heure, tu parlais que tous les espaces militants ne sont pas du tout dans le care, et parfois il y en a même clairement toxiques. Je trouve qu'on manque d'espaces de ressources, on manque d'oasis. Je vois un peu plus large, mais dans le monde militant, moi je trouve qu'il y a des personnes qui ont vraiment de l'énergie pour aller sur le front, pour aller se battre, pour aller un peu donner de la voix, être vraiment dans le combat, la confrontation. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'effraie énormément, mais par contre je sais que ma posture, elle est dans développer des espaces où on va pouvoir essayer de créer du soin, et essayer de créer des choses qui vont faire du bien, qui vont ressourcer ceux qui vont se battre. Et ça, c'est hyper important, au-delà des thématiques abordées, au-delà des enjeux. On peut pas, comme tu disais aussi, on peut donner des choses à un instant T, mais pas tout le temps. Ça peut être épuisant. Et on ne peut pas être partout à la fois non plus. Et je pense qu'il y a aussi une définition de la posture. Quelle est ma posture dans ces combats-là ?
voilà, moi, il y a le côté, avoir créé des espaces de ressources, de soins, et juste m'attarder là-dessus. D'autres vont se battre, se confronter, et comme ça évite aussi une hiérarchisation des luttes, une hiérarchisation des postures à avoir dans les luttes. Et je trouve que c'est très important d'avoir ces espaces-là aussi encore aujourd'hui. Merci pour vos réponses. J'ai une dernière question, qui est, il y a peut-être un endroit où en fait ce serait bien qu'on lutte tous ensemble et tout ensemble. Mais c'est vraiment une question, c'est l'écologie. Pour reprendre le thème du festival, donc Ecofemina, l'adelphité, ça peut être une nécessité pour le changement social et le changement comment dire, écologique. Est-ce que pour vous, c'est important ? Est-ce que ce serait un espace, par exemple, qui peut devenir un espace d'adelphité ? J'ai bien aimé, Mathilde, quand tu as dit ressenti, c'est-à-dire qu'on a envie de ressentir que les autres sont avec nous dans cet espace-là. Comment vous vous sentez par rapport à ce sujet ? Et est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, par exemple, dans les structures, les organismes ? Alors nous, on l'aborde sous le prisme de l'aménagement, de la place, des mobilités, ce genre de choses. Après, est-ce que c'est l'écologie en tant que telle ? Je ne suis pas certaine que l'écologie soit exemple des rapports de domination, de l'écologie décoloniale ou écologie de classe. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit représentatif et et que ça représente toutes les luttes. Cependant, effectivement, moi, j'irais plutôt sur l'intersectionnalité. En fait, ça, c'est l'intersectionnalité des luttes, parce que finalement, il y a aussi cette question de si je lutte seule de mon côté, par exemple, sur le féminisme, et parfois, j'ai besoin de me libérer du temps, donc je vais embaucher des personnes chez moi. Enfin, je reproduis aussi un système de domination et de classe sans m'en rendre compte, en fait. Mais je ne sais pas si c'est l'écologie qui est au cœur, en tout cas, moi peut-être plus l'écoféminisme, ou je vais plutôt aller là-dessus, ou l'intersectionnalité, mais l'écologie en tant que telle, pour moi, n'est pas exempte, ouais, c'est ce que je disais, de domination. Mais en tout cas, c'est un marqueur qu'on intègre dans nos luttes, en tout cas comme on essaie, en tout cas aux arpenteuses, d'intégrer les différents pans, que ce soit la question coloniale, suivant le quartier qu'on arpente, la question du validisme, voilà. Moi, l'analyse que j'ai des mouvements écologistes, en fait, c'est qu'on peut être vraiment dans de la reproduction un petit peu aveugle de schémas d'oppression, de schémas blancs, masculins et aisés. Donc ça soulève quand même pas mal de questions, vraiment avec ce stéréotype de non mais je suis de gauche, moi je suis pas. Voilà. Donc en fait c'est extrêmement difficile de dépasser ça, et surtout dans des mouvements qui sont organisés. Voilà. Et donc après, je pense qu'on n'a pas forcément le temps de rentrer trop en détail, parce que ça demanderait une analyse quand même un petit peu plus fine que ce que je viens de faire là, à gros traits, mais qui reste pas très fausse pour autant. Et sinon, en fait, il y a l'autre côté, encore une fois, c'est la mise en pratique de l'écologie. C'est majoritairement porté par des femmes. Que ce soit à l'échelle d'une famille, à l'échelle individuelle, ou même, je travaille énormément dans l'agriculture, qui c'est qui porte l'agriculture paysanne, qui c'est qui porte la sobriété, qui c'est qui porte les transformations en agriculture biologique, c'est très majoritairement les paysannes. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette question-là, c'est que oui, encore une fois, l'adelphité, le fait que tout le monde puisse se sentir concerné par le sujet et en porte la charge, c'est quelque chose qu'il faut continuer de visualiser, vers lequel il faut tendre, en fait. On peut pas, je ne sais pas comment on peut se diriger si on ne voit pas ça à l'horizon, mais vraiment les étapes intermédiaires pour y parvenir méritent vraiment d'être pensées et mises au travail. Et aujourd'hui, on a encore énormément de freins qui nous empêchent de juste l'envisager comme étant possible, selon moi. Est-ce que tu veux ajouter Là, pas trop. J'aime pas trop. C'est OK, hein. En fait, moi, l'écologie, je le vois, dès que j'essaye d'y penser, ça me tord l'esprit. J'ai du mal à être assez clair et lucide sur cette dimension-là, parce qu'elle englobe en fait un peu tout. Elle englobe à la fois la manière dont on structure nos actions, elle englobe à la fois le fond, elle englobe à la fois nos actions elles-mêmes, elle englobe les enjeux, elle englobe... Donc, pour moi, l'écologie, c'est un peu prendre soin du tout et faire en sorte que tout
se coordonnent et quand je dis tous, je pense aux luttes, se coordonnent et fonctionnent les unes avec les autres de manière cohérente. Et donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose de tellement complexe. Il faut avoir une vision assez macro pour pouvoir regarder ça, que c'est un peu trop le bazar pour moi encore. J'ai du mal moi, je suis dans mon truc et pour l'instant, ça me suffit. Chacun fait ses étapes. Pour conclure sur cette table ronde, merci à vous trois d'être venus et d'avoir échangé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On va avoir un petit temps pour les questions si vous en avez. J'ai retenu quelques points. C'est notamment la question du cadre clair, c'est-à-dire de poser un cadre et que ce cadre, il est important. Peu importe si après on revient sur le cadre, mais de poser ce cadre pour que tout le monde et toutes les personnes qui viennent lutter dans les associations, dans les organismes, dans les collectifs, puissent se sentir en sécurité. Justement parce qu'il peut y avoir des déviances et que ça peut être insécurisant pour certaines personnes. Il y a aussi un mot, c'est celui d'épicène que tu as utilisé tout à l'heure. Ce mot-là, en fait, c'est peut-être aussi ça la delphité, c'est-à-dire d'essayer de trouver des mots qui englobent tout le monde, parfois, là où il y en a besoin, pour que tout le monde se sente représenté, mais de reprendre des mots qui sont très genrés quand on se sent, dans les luttes notamment, d'avoir du coup cette non-mixité et cette mixité choisie. Il y a aussi autre chose, c'est la construction des masculinités. Je pense que s'interroger là-dessus, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'elles ont été construites et comment chacun les a intégrées, en tant que femme ou en tant qu'homme pour le coup, et de se dire, ok, est-ce que ma vision de la féminité, de la masculinité, fait qu'aujourd'hui, dans un espace où tout le monde lutterait ensemble, en fait, mon vécu serait exactement le même que les autres. Je pense que aussi ce que vous avez mis en avant, c'est le fait de challenger justement cette adelphité. C'est-à-dire que ça pourrait être intéressant que tout le monde soit d'accord, mais en fait on n'a pas tous le même vécu, et de challenger cette adelphité dans justement ce que vous avez mis en avant il y a quelques minutes, de se dire ok, en fait nous on va venir réfléchir à ce qui, par exemple dans la question du syndicat ou dans les luttes féministes, dans les groupes féministes, de se dire en fait voilà, nous c'est là-dessus qu'on a envie de travailler, c'est là-dessus qu'on va venir vous interroger, vous hommes ou vous politiques, peu importe, et c'est là qu'on a besoin de vous parce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas, parfois c'est l'espace public par exemple, mais en tout cas de venir d'abord en discuter entre pairs, enfin en mixité choisie, et ensuite de le mettre sur l'espace public. Et il y a un point de vigilance que vous venez de mettre en avant avec la question de l'écologie, c'est cette question de la reproduction des schémas. On est tous et toutes élevés ici en fait avec les mêmes schémas pratiquement, en tout cas avec des schémas qui se ressemblent, et on est dans une société où en fait ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et le fait de reproduire ces schémas, c'est quelque chose qui est inné, que ce soit par exemple pour le racisme, enfin pour des luttes où peut-être moi par exemple j'ai moins d'exemples et je suis pas quelqu'un de racisé, donc du coup j'ai moins d'exemples, mais en fait peut-être que je reproduis du racisme au quotidien sans m'en rendre compte, même sans le vouloir en fait, et de se dire en fait que on reproduit des schémas et qu'en fait on ne peut pas être parfait et que c'est de l'action et de l'incarnation de tous les jours. C'est ça qui est important. Et que l'adelphité, c'est peut-être pas justement une fin en soi, mais une réflexion à avoir au quotidien de où est-ce qu'on veut en mettre et où est-ce qu'on veut pas en mettre et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Parce qu'on parlait au début des frères et sœurs et de cette question de l'adelphité par rapport à la fraternité, à la sororité, mais c'est peut-être ça au final. C'est de se dire en fait, là où nous, ça nous semble juste, on l'utilise, et là où quelqu'un d'autre, ça lui semblera juste, il l'utilise. Mais si moi, je me sens pas OK avec le fait d'aller dans cet espace qui se dit Adelph, je n'y vais pas en fait. C'est le choix de chacun. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez... Il y a Anne qui va venir vous passer un micro. Et merci. Merci Anne. Geneviève. Là, je vais prendre ma casquette Nous Toutes. Il y a un stand là, si vous voulez y aller. Donc Nous Toutes, c'est un mouvement féministe. Et par rapport à ce qu'on vient de se dire ici, on va un cran en dessous, au-dessus. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas seulement contre les discriminations, mais carrément contre les féminicides. Autrement dit, la discrimination, c'est pas bien, bien entendu, on est évident. Enfin, tout le monde là, on est d'accord. Mais n'oublions pas que ça va au-delà. En janvier, nous toutes, nous avons fait un die-in
d'Aïn, hein, quand on s'étale par terre, sur les marches du palais des 42 colonnes, 24 colonnes, je crois. Hein. Et chacune d'entre nous représentait une femme qui avait subi un féminicide. Eh bien, il y en avait 136 l'année dernière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'était une chose que je voulais dire parce que, voilà, bien entendu, on est contre les discriminations, mais n'oublions pas que dans cette putain de réalité actuelle, les féminicides, bon, moi, je suis désolé, mais 98% ou 95%, je ne sais plus, des féminicides, c'est les hommes qui les font. Hein. Voilà. Donc je voulais juste dire ça. Et puis après, j'enlève ma casquette Nous Toutes et je mets ma casquette Mouvement Utopia sur le thème d'aujourd'hui. L'adelphité, utopie ou réalité. Ah, il y a marqué utopie, hein. Donc ce qu'on a l'habitude de dire au Mouvement Utopia, c'est que l'utopie est une vérité anticipée. J'ai dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, veut partager, je ne sais pas, une ressource? Par exemple, moi j'en ai une, je ne sais pas si vous l'avez... Ah pardon, bah, allez-y. Je commence par la ressource et après j'aurai ma question. La ressource, c'est le collectif Magma qui parle des oppressions diverses et variées avec des formations gratuites, en tout cas à prix libre et en visio ou en présentiel, mais voilà, c'est un collectif à explorer, je trouve. Et ma question, c'est, vous avez beaucoup parlé de la mixité de la non-mixité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été expérimenté oui, je lance quand même ma question, comment dire, des cercles de parole où, par exemple, il y a des femmes qui parlent en non-mixité, enfin, des femmes qui parlent ensemble, mais avec d'un côté des hommes qui écoutent sans parler. Je sais qu'il y a eu des débats sur ces questions de non-mixité, mais en fait, je me pose en fait cette question de... vous parliez du fait que, par exemple, les femmes qui parlent ensemble se disent beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement qu'avec des hommes. Donc moi, je me dis, est-ce que les hommes ont conscience de ce que vivent les femmes vraiment, et est-ce que ce système-là pourrait être la réponse? Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Et voilà, je ne suis pas pour cette solution spécifiquement, mais voilà, je me dis, comment on fait pour que les hommes, en fait, aient conscience des difficultés que rencontrent les femmes dans leur vie et dans les relations, etc. Parce que ce n'est pas forcément toujours facile de l'expliquer en tant que femme à un homme. Voilà. Et en fait, je trouve que déjà, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Et donc, en fait, quand on a envie de comprendre le vécu de personnes qui sont très éloignées de nous et de ce qu'on peut vivre, aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver des ressources pour. Et quand je dis ça, ça veut dire que ce n'est pas de la responsabilité des personnes qui subissent les discriminations et qui subissent les oppressions de créer les espaces nécessaires, on va dire à titre individuel, pour que les personnes puissent venir s'informer. En fait, on peut très bien écouter des podcasts, je pense Les couilles sur la table, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est quand même hyper informatif. Il y a aussi, je crois, il y a un livre qui était sorti, Comment être moins con en 10 étapes, je crois, qui était assez intéressant. Bref, en tout cas, ça doit plutôt venir de soi et de se dire, tiens, j'ai besoin de m'informer pour essayer de comprendre. Et c'est pour ça, il y a plusieurs moyens de s'informer, donc soit passer par de l'information, on va dire, grand public, accessible pour tout le monde, voire même, des fois, d'interroger les personnes de son entourage. Voilà, c'est tout à fait aussi possible. Quand on a envie de savoir, il est possible d'interroger en trouvant les bons moments, les bons espaces, et puis en laissant bien à la personne le droit ou pas de nous répondre. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Parce que tout de suite, quand j'imagine, j'essayais de visualiser ce que ça donnerait d'avoir un groupe comme ça. Je pense que toi aussi, t'étais là, t'hésitais. Pardon, j'ai tendance à tutoyer, ça vous dérange pas c'est que voilà, on imagine très bien, et en fait, c'est impossible de se libérer du rapport de pouvoir nécessairement qui est là et qui est dans la pièce et qui se joue. Vraiment, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, et moi je trouve ça... Enfin, c'est toujours très dérangeant d'en avoir conscience, mais en fait, cette sensation qu'on peut avoir quand on a intériorisé un rapport de pouvoir, et on a tous et toutes intériorisé nos rapports de pouvoir, eh bien, cette façon dont on a de vouloir se montrer auprès de l'oppresseur.
Voilà, la façon dont on va avoir envie de se mettre en avant et dont on va avoir envie de plaire aussi à l'autre et de correspondre à ses attentes. Ça ne veut pas dire qu'on le fait automatiquement tout le temps, en tout lieu. Heureusement qu'on trouve des moyens de se libérer de ça. Mais c'est juste que clairement, c'est absolument sûr qu'on ne retrouverait pas dans des espaces où il y aurait des spectateurs et spectatrices, en l'occurrence là des spectateurs de l'oppression, que ce qui pourrait se redire dans une mixité choisie complète. Voilà. Et vous vouliez réagir, c'est ça ? Non, j'avais également une question. Aujourd'hui, on sait qu'on est de plus en plus polarisé et que je sais qu'il y a des études qui montrent que justement, par exemple, entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, il y a des écarts énormes qui se créent, notamment sur le positionnement, sur les idées de droite, de gauche, les idées progressistes. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on comprend, c'est que l'adelphité, c'est pas vraiment une réalité. Et on ne le fait pas vraiment vivre non plus. Et je comprends pourquoi on ne le fait pas vivre. Moi aussi, la première, j'ai plein d'espaces de mixité choisie ou non mixité plutôt. Mais en fait, je me demande si en créant ces espaces-là où en fait il n'y a pas d'adelphité, en fait, à quel point nous aussi on continue de polariser. On sait qu'on est entre nous en train de continuer, et c'est ultra important. Hein. On continue à apprendre ensemble, on continue à évoluer. En fait, on crée un vrai décalage avec des personnes du coup qui sont pas autorisées dans nos espaces. Et du coup, ça me questionne aussi quand même dans nos espaces de lutte et dans le militantisme de façon générale. Comment un jour on passe de ces espaces-là comme outils, mais des outils qui à un moment servent le fait de faire ensemble, quoi. Et c'est ce pas-là aujourd'hui que j'ai du mal à visualiser et qu'aujourd'hui je trouve qu'on le voit pas trop. En fait, n'hésitez pas après à rebondir, parce que désolée, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais c'est juste que je vois un éclairage sociologique important à mettre ici. C'est qu'on parle partout de la société polarisée. Le Haut Conseil à l'égalité a aussi écrit un rapport sur l'état des lieux du sexisme comme tous les ans, et qu'il a intitulé comme ça pour dire qu'il y avait vraiment une polarisation des positions. Mais attention, vraiment vigilance. Quand on parle de polarisation, c'est comme si on mettait sur un même niveau des idées féministes et des idées masculinistes. Voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le masculinisme, mais en ce moment, il prend des proportions énormes, et notamment via les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un mouvement qui date d'aujourd'hui. Et ce mouvement, il prône, il revendique un retour à l'ordre patriarcal, en réaffirmant la nécessaire virilité des hommes, et qui passe par, entre autres, mais surtout la domination sur les femmes. Voilà. Donc c'est quand on dit polarisé, voilà à quoi est-ce qu'on fait référence, avec des jeunes femmes qui seraient très féministes et puis des jeunes hommes qui seraient très masculinistes. Et en fait, c'est quand même important de savoir que le masculinisme, c'est ce qu'on appelle un contre-mouvement social. Un contre-mouvement, ça veut dire que c'est un mouvement qui se crée en réaction à un autre. Et d'ailleurs, ce lien-là, on le retrouve jusque dans la composition du nom. Le masculinisme, il répond au féminisme. Donc en fait, on n'est pas vraiment sur une polarisation d'idées, on est plutôt sur une vague féministe. Donc là, c'est grosso modo ce qu'on appelle la 4e vague du féminisme qui s'est passée avec MeToo et qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Et donc c'est aussi sur les réseaux sociaux que l'on retrouve les masculinistes qui décident de répondre à cette grande avancée, ici majoritairement tournée autour de la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, je voulais juste bien le remettre en l'état, parce qu'en fait, en termes de compréhension et de lecture de ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement important. Et aussi dans les traitements qu'on va vouloir proposer, et notamment pour réamener justement comment est-ce qu'on fonctionne ensemble dans une société post-MeToo, qui a permis de mettre en lumière tout ça. Enfin, très clairement, aussi, c'est important de parler des chiffres. Voilà, quand on dit 96% des personnes mises en cause sont des hommes, oui, en fait, ça interroge. Et quand on dit que 91% des cas de violence sexuelle, la personne connaissait l'agresseur, en fait, oui, ça nous interroge et ça demande comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un moment clé de prise de conscience, voilà, un petit peu généralisé, et que peut-être qu'il faut aussi accepter cet état des fois un petit peu de choc, peut-être, de surprise, en fait, je ne sais pas quoi faire de ça. Et quand on dit que les jeunes hommes sont perdus aujourd'hui, alors après, on ne peut pas généraliser tout ça, mais je pense que oui, beaucoup expriment des pertes de repères, mais tant mieux. Mais tant mieux, parce que les repères qui étaient posés avant n'étaient pas les bons.
Et donc, peut-être qu'il faut aussi accepter de ne pas avoir la réponse toute trouvée tout de suite. Et moi, je ne saurais pas quoi répondre en fait, à un jeune homme qui me dirait, là, maintenant, ce serait plutôt des manières en fait, de se construire sa propre réponse. On ne peut pas apporter des réponses aux autres là-dessus. Je pense que c'est un moment qui est important, où chaque personne puisse construire un petit peu ses propres réponses. Mais peut-être que là, comme on est dans un mouvement, voilà, une vague de féminisme, une réaction masculiniste, peut-être que c'est encore trop tôt pour en ressortir avec les résultats qu'on voudrait, notamment des résultats Adelph. Pardon pour la parenthèse. Oui, non, je rejoins totalement ce que tu dis, et je pense que justement cette question de polarité, enfin ce que tu disais, ce mouvement réactionnaire, et j'ai envie de dire, ça fait peur, mais en même temps, effectivement, tant mieux. Ça veut dire aussi que nos luttes sont de plus en plus... On m'entend pas ? Ah, pardon. Et j'ai envie de dire en même temps, tant mieux. Ça veut dire que aussi, les luttes qu'on mène, elles sont peut-être de plus en plus audibles, etc. Parce que pour rebondir sur ce que tu disais, sur comment on peut faire en sorte... Moi, je me pose sincèrement la question, et ça fait des années que je milite, si vraiment les hommes ont envie d'apprendre et de se déconstruire. Parce que c'est une perte de privilège énorme, en fait, aussi, de se rendre compte où est-ce qu'on vit. Et vraiment, des fois, j'en suis même en colère. Moi, je suis totalement misandre, j'assume totalement. Parce que, en fait, ça m'agace. Et en fait, de devoir, encore une fois... Parce que nous, on le voit aux arpenteuses urbaines, c'est-à-dire que dès qu'on va aller discuter avec une structure qui est intéressée par les marches exploratoires, il faut qu'on explique tout le temps, pendant presque une demi-heure, voire des fois 1 heure, pourquoi ça sera en mixité choisie. Et comment et pourquoi c'est important ça, alors que c'est des structures d'éduc-pop. Et j'entends l'importance, mais c'est oui, mais les hommes subissent aussi des violences dans l'espace public. Non, pas les mêmes. Enfin, vraiment, c'est... Et donc, à un moment, c'est très compliqué. Et on arrive après à réunir... avec de la restitution, des échanges sur ce qui a été mené, mais au moins ça laisse au groupe la possibilité de construire sa pensée, de réfléchir sur ce qu'elle a vécu, de construire une forme de restitution voulue et choisie, et ensuite de pouvoir présenter ça à tout le monde, dans un objectif d'informer aussi et d'avoir de réels impacts. Nous, on a pu, c'est bête, mais placer des urinoirs à Moncey-Voltaire, réfléchir à l'éclairage place Badourian, voir sur la taille des trottoirs. Il y a eu un renommage de rue, pouvoir participer. Enfin, c'est des choses pas sans conséquence, mais quand même qui dans l'impact du quotidien, peut avoir une conséquence. Donc voilà, c'était mon petit moment, mais je te rejoins, et je rejoins ce que tu disais précédemment. Non, oui, moi c'est merci, parce que du coup, pareil, ça a posé des mots sur des choses, sur des questions que j'avais, et merci de ta réponse. Je vais revenir juste 30 secondes, je repense à ça rapidement sur la première question, parce que oui, nous on a testé dans des cercles de parole. En fait, on a testé plusieurs choses. Moi, j'ai testé un cercle de parole, des cercles de parole qui sont organisés par le collectif Nous Sommes, qui sont des cercles de parole pour hommes, en non-mixité masculine, mais animés par des filles, par des animatrices, en gros. Et j'étais juste participant, et ce qui est marrant, c'est que ça s'est très bien passé. Enfin, quand je dis que c'est très bien passé, c'est que moi, je me repère au partage. C'était des partages très émouvants, très touchants. Ouais, j'ai pas ressenti de limite ou autre, mais nous, avec Manœuvre, on avait testé des cercles en non-mixité féminine, avec la présence d'hommes, mais pas en tant que participant, juste en tant qu'observateur. Et en fait, on s'est rendu compte, alors c'est notre expérience, peut-être qu'il y a d'autres expériences qui présentent d'autres résultats, mais c'est que du coup, ça biaise les prises de parole, ça biaise les partages, et du coup, le dépôt, il n'est pas autant, on va dire, j'aime pas ce mot, authentique, ou en tout cas il n'est pas aussi intime, ou parce qu'il y a une forme encore, ok, il y a des hommes dans la salle, donc peut-être pas... Du coup, ça a biaisé un peu ce partage-là, et on l'a ressenti dans les feedbacks après de cet espace-là en question. Donc voilà, je pense qu'il y a tout contexte à sa configuration, et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en sort, mais voilà. Merci pour cet exemple. Il y avait une question devant encore. Je pense que ce sera la dernière. Moi, ça marche. C'était un peu en réponse à ces deux questions. Du coup, Gaëlle, des jeunes écologistes, nous, on est une organisation de jeunesse politique. Et en fait, pendant les forums nationaux,
nous, on se dédie un temps en non-mixité où justement, en fait, il y a souvent une fille qui reste avec les gars, qui prépare à manger, par exemple, c'est l'exemple que j'avais en tête. Et nous, on se retrouve, on discute sur des sujets d'actualité. Donc la dernière fois, c'était sur les municipales, comment on envisageait les choses vis-à-vis des garçons. Et en fait, on est très venu sur le sujet de comment ça s'est passé avec eux le week-end. Et donc, à la fin, on est ressorti, on a dit, on va aller faire justement un feedback sur ce qu'on vient de se dire, parce que c'était aussi important qu'on puisse leur témoigner ça, leur dire que y avait eu des comportements qui n'avaient peut-être pas été OK, ou alors qu'est-ce qu'on attendait d'eux pour les prochaines fois. Et du coup, c'est des situations qui sont assez récurrentes. Mais ce que j'apprécie aussi dans ces temps non-mixité, mixité choisie aussi, c'est qu'en fait, on se retrouve ensemble, ça fait du bien. Et en fait, on ressort de là, on est enrichi. Et c'est vrai que, en fait, on leur dit aussi pendant 2 heures, on va peut-être être misandre. Et en fait, il ne faut pas nous parler trop non plus. Mais du coup, je trouve que c'est hyper bien de se l'appliquer, surtout quand il y a beaucoup d'hommes dans des organisations. Donc, je pense que c'est assez intéressant de l'expérimenter dans toutes nos organisations. Voilà. Bon, je vais faire tout petit. Justement, il y a des choses sur lesquelles on doit être en non-mixité. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Vous avez remarqué, les femmes, elles prennent moins la parole que les hommes. Et dans le milieu politique, alors là, hein, moi, je donne des cours de prise de parole en public uniquement pour les femmes. Parce que s'il y a des hommes, ils vont dire et encore elle, mais non, enfin je sais pas ce qu'ils vont dire, j'en sais rien d'ailleurs. Hein. Mais quand on est entre femmes, on comprend ce qui se passe. Et sur ce sujet de la prise de parole en public, c'est vachement important que les femmes elles soient formées à ça, nom d'une pipe, j'ai dit. Merci beaucoup. Et effectivement, ça peut être une solution aussi de former, justement, de donner des formations en non-mixité. Je ne sais pas si vous connaissez l'autrice Titu Lecoq. Ok. Bon, si je vous dis Les grandes oubliées de l'histoire, ça vous parle ? Ok. Il y a aussi la version jeunesse qui s'appelle Les femmes aussi ont fait l'histoire. C'est la version simplifiée, mais tout aussi vraie de ce livre, qui est très bien quand on n'a pas envie de lire un bouquin qui peut être parfois difficile à lire. Je voulais en parler juste parce que pour les enfants, ça peut être une solution de leur parler de comment on a invisibilisé les femmes. Ça peut être une solution pour les plus jeunes. Voilà. Bon, on va clôturer cette table ronde. Merci à tous et à toutes pour vos réponses, pour votre présence. Merci. Merci beaucoup.